Bonjour les amis, il est toujours temps de vous souhaiter d'excellentes fêtes de la Nativité, en espérant que vous vivez tous un saint et joyeux Noël. Eh bien, je suis heureux d'essayer de vous faire partager l'espérance que nous a apporté la Nativité cette année. Au moins deux excellentes nouvelles sont venues ponctuer ces temps derniers, et je vous l'assure, elles sont porteuses d'espérance. La première, ou plutôt la dernière dans l'ordre chronologique, c'est le président Donald Trump qui nous en a fait le cadeau la veille de Noël. Il a carrément déclaré persona non grata aux États-Unis l'ineffable Thierry Breton, désormais privé de visa comme n'importe quel voyou important. Personnellement, j'en ris à gorge déployée depuis 4 jours. Car qui est Thierry Breton? D'abord, alors qu'il n'est pas grand-chose. C'est un simple quidam, mais c'est l'ancien commissaire européen au marché intérieur qui est indésirable aux États-Unis. Il hurle à la censure, avec évidemment le soutien de tout le banc et l'arrière-ban de ses semblables, la Macronie en rang serré, sans oublier bien sûr l'honorable envoyé spécial permanent à Paris du Parti communiste chinois Jean-Pierre Raffarin. Et oui, pour tous ces gens-là, le modèle chinois, flicage permanent, censure partout et l'horizon indépassable. Car si M. Breton est banni des États-Unis, c'est justement parce qu'il est le chef d'orchestre de la censure en Europe. Lui, un des praticiens les plus zélés du prétendu cercle de la raison, inventé par un autre ayatollah de la pensée unique, Alain Minc. Le cercle de la raison, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est la version 2.0, de feu le rôle dominant du Parti communiste dans la vie politique, tel il était défini dans les constitutions des régimes politiques d'Europe de l'Est. Vous pouviez voter à condition que ce soit pour le Parti communiste. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, dans la plupart des pays de l'Union européenne, vous pouvez voter à condition que ce soit pour les européistes. Monsieur Breton, donc, le 12 août 2024, s'était fendu d'une longue lettre à Elon Musk, propriétaire du réseau social X, lettre à peine aimable, qui se terminait par cette phrase que je vous cite intégralement. Je serai extrêmement vigilant à tout élément indiquant des violations de la DSA et n'hésiterai pas à utiliser pleinement notre boîte à outils, y compris en adoptant des mesures provisoires, si cela s'avère nécessaire pour protéger les citoyens de l'UE contre des préjudices graves. Ce sont des menaces claires de la part d'un commissaire européen à un chef d'une entreprise de médias à qui il intime l'ordre de supprimer les infos qui ne lui plaisent pas. Le DSA, Digital Service Act, c'est le règlement européen qui instaure une obligation de censure aux réseaux sociaux. Vous avez tous naturellement en mémoire la confession de Mark Zuckerberg, propriétaire du réseau concurrent Facebook, qui avait reconnu que pour faire battre Donald Trump en 2020, il avait supprimé toutes les informations qui circulaient sur la sénilité de Joe Biden, tous les documents compromettants découverts dans l'ordinateur de son fils, toutes les informations qui pouvaient aussi circuler sur les effets secondaires néfastes du prétendu vaccin contre le virus chinois, etc., etc., etc. Eh bien, avec le DSA de M. Breton, ce genre de méthodes de manipulation, de dissimulation de l'information sont obligatoires dans l'Union européenne. Les manipulations, c'est euh, Mark Zuckerberg qui avait dit les avoir faites lui-même volontairement. Eh bien là, ce n'est plus M. Zuckerberg ou monsieur Musk ou un tel qui pourront y procéder. Ils y seront obligés. Eh bien, Donald Trump n'en veut pas. Il n'accepte pas que des médias de son pays se livrent à ce genre de méthode, pas davantage en Europe que chez lui. Je remarque d'ailleurs que les journalistes, qui devraient être les premiers à défendre la liberté d'expression, ne se battent pas beaucoup pour soutenir Donald Trump. Mais ça n'étonnera que les gogos qui continuent de croire que l'Union européenne est une démocratie modèle et que les journalistes sont exemplaires. Et, et le Thierry Breton est furibard. Eh bien, moi, je vous conseille d'en profiter pour rigoler autant que moi. Deuxième excellente nouvelle de la nativité, la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Il y a d'ailleurs une similitude avec le sujet précédent, puisque là aussi, les censeurs se plaignent d'être démasqués. C'est inédit, c'est la présidente de l'Assemblée en personne qui s'est permis de rappeler à l'ordre le rapporteur de la commission d'enquête, Charles Plonk, parce que manifestement, elle n'est pas ravie de ce qu'on y écoute. Le problème,
Madame Brown-Pivet fut elle-même, avant qu'elle n'accède au perchoir, rapporteure de la commission d'enquête sur le scandale Benalla en 2018. Et à ce poste, elle fit merveille. Non qu'elle y fit le boulot qui était le sien, mais en faisant ce que Macron lui avait demandé, faire disparaître tout ce qui pouvait le gêner. Et là, exeunt les témoins, les témoignages et témoins gênants, et de fait, cette commission d'enquête a fini en eau de boudin, et l'Élysée en récompensa Brown-Pivet quelques années plus tard en lui octroyant la présidence de l'Assemblée. Grosso modo, elle demande la même chose à Charles Lalonde. Le problème, celui-ci donne une leçon de sérieux, de rigueur et de compétence qui fait honneur au Parlement et qui fait très clairement plaisir. Il convoque tous les témoins susceptibles d'enrichir le débat, n'élude aucune question gênante, insiste devant les réponses fuyantes et échappatoires, exige les pièces à conviction et ne lâche devant aucune menace ni tentative d'intimidation. De la belle ouvrage qui, évidemment, ne plaît pas à tout le monde. Autre point commun avec le sujet précédent, pour la première fois dans notre histoire, une commission parlementaire ressemble à ce qui se fait au Congrès des États-Unis. Et peut-être y aura-t-il de vraies conséquences avec un assainissement des écuries d'Augias, de la radio et de la télé d'État qui auront révélé, mais bien des Français n'étaient pas dupes, et surtout démontré, leur vrai visage, celui d'organes de propagande d'extrême gauche. Le chemin est encore difficile. Le président de la commission, un macroniste, tente de gagner du temps, en retardant les prochaines convocations. En outre, des campagnes de dénigrement se font jour contre le rapporteur, qui devient dérangeant pour un certain nombre de profiteurs du système, amis du pouvoir, mais aussi de tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis tant de décennies. Parmi eux, des imposteurs de grand chemin, au premier rang desquels l'incomparable Xavier Bertrand, qui n'a pas hésité à voler au secours des deux gauchistes pris la main dans le sac, Cohen et Legrand, tout en continuant à se présenter comme de droite. Comme dirait Pascal Pro, Xavier Bertrand, c'est une œuvre d'art. Mais Charles Lalonde a clairement le cuir épais. Il le démontre chaque jour, notamment juste avant la trêve actuelle, en déclarant que si Madame Ernotte, présidente de France Télévisions, continuait à refuser de lui fournir les documents demandés, il n'hésiterait pas à faire procéder à des perquisitions. En tout état de cause, l'opinion publique est déjà suffisamment informée pour ne plus s'en laisser compter, ni se faire mener en bateau comme naguère par Madame Brown-Pivet sur l'affaire Benalla. La troisième nouvelle de cette fin d'année qu'il faudra retenir pourrait, elle aussi, malgré les apparences, entrer dans la même catégorie des motifs de réjouissance. Le Parlement algérien a donc voté une motion assimilant la colonisation française à un crime et nous réclame des indemnités. À vue de nez, pas de quoi se réjouir. Bien moi si. D'abord parce que ça fait 62 ans que l'Algérie utilise la France comme bouc émissaire de tout ce qui ne va pas chez elle. Et puis très franchement, je n'en ai rien à cirer. Donc autant en rigoler. D'abord parce qu'elle a libéré la parole d'Henri Guénaud. Avec lui, pas de langue de bois. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy s'est clairement exprimé en faveur d'une rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie. Depuis des années, l'Algérie se fout de nous en ne rencontrant face à elle que tergiversations et surtout mansuétude de la part de l'Élysée et du Quai d'Orsay, lesquels, il faut le remarquer, ont bien moins réagi qu'à la mise au banc de Breton par les États-Unis. On n'a naturellement pas entendu M. Raffarin, et encore moins Nathalie Loiseau, qui, elle, n'a rien trouvé de mieux que de carrément suggérer d'interdire le séjour à un ministre américain en exercice, Robert Kennedy, et provoquer de ce fait un incident diplomatique avec les États-Unis. Mais ça, un incident diplomatique avec les États-Unis, ça ne gêne pas. Avec l'Algérie, c'est plus emmerdant. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin si, je sais pourquoi je sais pourquoi elle s'en prend à Robert Kennedy, parce que sa politique ne lui plaît pas. Mais pourquoi cette telle mensuétude avec l'Algérie? On n'en sait rien. Donc lorsqu'on s'en prend à la France, qu'on accuse de crimes, qu'on en exige des réparations, tout ce beau monde est aux abonnés absents. C'est sûr qu'avec des dirigeants pareils, le redressement de la France risque d'attendre longtemps. Mais passons. Profitons donc de la réaction saine d'Henri Guénaud pour marteler encore et toujours: la France doit rompre ses relations diplomatiques avec un pays qui la traite de criminelle, doit refuser le moindre visa à tous ses ressortissants, doit couper immédiatement toute aide au développement. Henri Guénaud l'a dit, d'autres devront suivre. Joyeux Noël et bonne fin d'année les amis.